Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Enzo du podcast Phoenix, l'échec mention très bien. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des thèmes dans le développement personnel qui te permettront de t'épanouir et de révéler pleinement ton potentiel. N'oublie pas, tout est possible, il suffit juste d'y croire. Dans ma conversation avec Enzo, on a parlé évidemment d'échecs. On a parlé de comment se relever d'un échec, comment passer à l'action et aussi comment avoir confiance en soi pour passer à l'action. Comment avancer, comment se relever tout simplement et faire preuve de courage et se dire ok, à partir d'aujourd'hui, comment je me motive pour avancer, passer à l'action et surtout me relever de mon échec. On a fait une grosse conversation autour de ça. Je lui ai posé plusieurs questions autour de l'échec, de la confiance en soi et également de la révélation, puisque ce podcast parle de se révéler, de révéler pleinement son potentiel. Je laisse place à ma conversation avec Enzo. Salut Enzo! Hello Fanny. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast, donc Révèle ton potentiel. Je voudrais savoir si tu peux te présenter en 30 secondes, te pitcher un petit peu pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais et me dire un petit peu ce qui t'a amené à devenir podcasteur aujourd'hui. Alors en 30 secondes, donc moi je m'appelle Enzo Colucci, j'ai 27 ans, j'habite à Paris, je suis Head of Sales chez WeHelp qui est une startup d'aide à domicile pour personnes âgées. Donc en gros, je m'occupe de la partie commerciale de la boîte depuis 3 ans et demi maintenant. J'ai un passé plutôt de sportif de haut niveau, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai pas mal voyagé, j'ai essayé de toucher à plein de choses dans la vie, plein de métiers différents, dans plein de secteurs différents. Et il y a maintenant un peu plus d'un an, comme tu l'as dit, donc j'ai lancé un podcast qui s'appelle Phoenix, l'échec mention très bien, parce que c'est une thématique qui me tenait particulièrement à cœur, parce que j'ai l'impression d'avoir rencontré plein de fois l'échec dans ma vie et que je pense m'en être à chaque fois relevé et que je suis certainement pas le seul dans cette situation. Donc, je voulais en parler. Le podcast, c'est un média qui montait pas mal, en tout cas à ce moment-là, et qui monte encore, donc avec un format audio facile, je pense, à faire. Je me suis dit que ça ne allait pas être, en tout cas, un projet impossible, qu'il fallait que je me lance, et puis voilà quoi. Ok, super. Timing tenu, bravo. Alors du coup, moi j'aime bien poser des questions pour se connaître un peu plus. Donc je voudrais savoir la première question, si tu devais citer 3 choses positives qui t'arrivent en ce moment, ça serait lesquelles? Et bah du coup, je vais teaser et ça va rejoindre un peu ma présentation. En fait, je l'annonce du coup officiellement là-dessus. Je démissionne de chez WeHelp après 3 ans et demi de bons et loyaux services dans une boîte qui me tient absolument à cœur et pour laquelle je serai toujours un ambassadeur. En fait, on est venu me chercher pour un autre projet et du coup, bah, j'ai beaucoup de gratitude pour le fait qu'on soit venu me débaucher pour un projet aussi énorme dont je peux pas encore trop parler maintenant, mais qui est dans le secteur de la restauration et d'un nouveau système de paiement. Donc, beaucoup de chance, du coup, de faire partie de cette nouvelle aventure. J'arrive à passer beaucoup de temps avec mes proches, mine de rien, même s'il y a le confinement, j'arrive à voir quand même régulièrement ma mère, ma copine, mes amis. Donc, il y a quand même ce besoin de se ressourcer en ce moment, je pense, qui est important, sans braver les lois et faire n'importe quoi, mais ne serait-ce que voir quand même ses proches. En ce moment, je trouve que c'est hyper important. Et une autre belle chose qui m'arrive, j'ai pris un appart avec un pote là depuis, donc ça fait un peu plus longtemps, ça fait depuis Noël, mais en tout cas, voilà, j'ai une super coloc avec un ami qui est même plus qu'un pote, hein, qui est un frère. Et du coup, bah, je suis hyper content. On a un super appart là dans le 16e. Trop On kiffe bien. notre vie et voilà. Bravo pour tous ces changements et c'est top. Alors du coup, deuxième question, si tu gagnais 1 million d'euros demain, qu'est-ce que tu ferais? Si je gagnais 1 million demain, bah, je pense que je les placerais en fait. Je pense que je les placerais pour essayer d'en faire des petits parce qu'avec 1 million, c'est triste à dire, c'est une somme énorme, hein. Mais tu vas pas faire des choses incroyables, ça part vite, mine de rien, aujourd'hui, 1 million. Donc je pense que je les placerais. Et puis une fois que j'aurai réussi à faire des petits, en fait, j'aurais peut-être plus besoin de travailler. Je travaillerais vraiment pour moi, je travaillerais vraiment pour des projets, je travaillerais sans doute pour des causes humanitaires. À partir du moment où tu peux te sortir un salaire tous les mois et que tu n'as aucune pression financière, vraiment travailler que pour des projets qui te sont chers, faire plaisir aux proches bien sûr, mais bon voilà, tu m'aurais dit 1 milliard, j'aurais dit ouais, j'achète une maison à ma mère et tout. Bon là, avec 1 million, je vais pas acheter grand chose, mais j'aurais placé et je me
ferait kiffer après à taffer sur mes petits projets perso. Top, cool, bien. Et une personne que tu admires le plus? Ah, j'adore cette question. Bah, autour de moi, je dirais ma mère. Je pense que j'admire énormément tout le travail qu'elle a fait et la vie qu'elle nous a donnée dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles quand j'étais petit. Donc, elle, je l'admire forcément plus que tout. Et dans le monde pro, il y a un mec que j'adore, c'est Gary Vaynerchuk. Gary V. Lui, je l'admire parce que j'adore ce mec, j'adore sa personnalité, j'adore comment il te rentre dans la gueule à chaque fois qu'il parle, j'adore sa constance, sa persévérance dans son travail, enfin, d'où il part. J'aime beaucoup ce mec. Et il est clivant, t'aimes ou t'aimes pas, mais moi, j'aime beaucoup ce gars. Ouais, il est génial, il est top. Trop bien. Bah, écoute, merci pour ces 3 petites questions du début pour se connaître un peu plus. Alors moi, j'aimerais bien que tu retraces ton parcours en fait, de ce qui t'a poussé à monter ce podcast donc, sur la thématique de l'échec. Pourquoi t'en es arrivé là et tout simplement, qu'est-ce qui t'a poussé à en faire un format podcast aussi également? Ouais, bah, comme je te disais tout à l'heure un peu dans la présentation, enfin très rapidement, en fait, j'ai été confronté plein de fois dans ma vie à cette situation d'échec. Comme je t'ai dit, j'ai démultiplié un peu les expériences. Donc moi, j'étais sportif de haut niveau jusqu'au bac. Après le bac, j'ai décidé de partir en Suisse faire des études, ce que j'ai pas réussi à percer en tant que sportif pro. Donc ça, c'est déjà un premier échec que j'ai vécu, qui a été dur à accepter parce qu'après 10 ans où tu sacrifies beaucoup de choses dans ta vie, le fait de ne pas passer pro, ça a été dur à encaisser, mais je l'ai encaissé. D'ailleurs, du coup, je me suis concentré sur plutôt ma carrière après, donc professionnelle. Je suis parti en Suisse. En Suisse, je me suis totalement planté de voie. J'ai décidé de faire HEC Lausanne. Au bout d'un semestre, j'ai vu que c'était pas du tout fait pour moi et je me suis dit, OK, bon, il va falloir pivoter maintenant. Donc, je me suis replanté. Ça a débouché sur, je pense, la meilleure expérience de ma vie professionnelle, enfin, à l'âge de 19 ans, qui m'a donné un peu tout ce mindset entrepreneurial et de vendeur, surtout cette confiance en moi que je peux avoir aujourd'hui. Donc, je vendais en fait des ONG dans la rue en Suisse quand j'ai arrêté mes études, donc rien à voir, mais ça m'a donné vraiment un mental de gagnant et cette confiance que j'ai pu en tirer. Donc, super bon rebond derrière. J'ai foiré aussi mon couple après 4 ans, tu vois, de relation. Donc, c'est con, mais en fait, on va en parler après. Mais les échecs, en fait, c'est pas que pro, hein. Les échecs, ils touchent toute notre vie dans tous les domaines depuis toujours. Donc, typiquement, j'ai eu aussi un échec amoureux. Derrière, j'ai voulu monter ma boîte après être sorti d'études. Au bout d'un an, je me rends compte avec mon associé que ça colle plus trop. Donc, on préfère couper court après un an de boîte. Et donc là, ça a été peut-être un peu le tournant dans le sens où, OK, je me dis là, ça fait un an que je me donne à fond dans ma boîte. On arrête l'aventure. Là, je fais un gros travail d'introspection parce que donc, je vivais en Suisse chez lui, on bossait. Là, je reviens en France, donc un petit moment de break où je me remets beaucoup en question. Et en fait, je me rends compte que ouais, j'ai traversé plein d'épreuves difficiles dans ma vie et que, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas le seul et que c'est une thématique aujourd'hui qui est peut-être un peu trop tabou. On a tendance à nous mettre beaucoup en avant la réussite sociale, la réussite professionnelle des autres au travers des réseaux sociaux aussi beaucoup. Et en fait, il faut juste aller voir le revers de la médaille, tu vois. Il faut aller voir en fait que ça n'existe pas, la réussite linéaire, la réussite constante des gens qui réussissent tout à 100% du premier coup. Ça n'existe pas. Il faut que les gens se sortent ça de la tête. Tout le monde se casse la gueule dans la vie. Et il faut justement un petit peu démocratiser et démystifier cette peur qu'on a de l'échec en disant que c'est pas grave, ça touche tout le monde. Et moi, ce qui m'a donné envie d'en parler, c'est un pote justement que j'ai rencontré quand j'avais ma boîte en Suisse, qui s'appelle donc Réginald Bien-Aimé, qui était l'animateur des Fuck Up Night, qui est donc des événements autour de l'échec en Suisse. J'avais adoré le concept. Tu fais venir 3 personnes, souvent des entrepreneurs. Ils ont 10 minutes pour te pitcher leur échec avec 10 slides, que des photos derrière. Et après, ça part en mode networking avec tout le monde. Et j'adorais le concept. Et Réginald, du coup, c'est devenu un très, très bon pote. Et je me suis dit, est-ce que je ferais pas ça à Paris aussi? Parce que lui, il avait la licence pour la Suisse. Est-ce que je ferais pas ça en France? Ça, c'est pas fait pour des raisons, bref. Et je me suis dit, tant mieux, parce qu'en fait, l'événementiel, c'est pas mon truc. Mais j'ai quand même envie de parler de cette thématique-là. Réginald m'avait beaucoup donné cette envie, justement. Et écoute, viens, on tente un podcast. Moi, j'écoutais quelques podcasts à l'époque, dont un que j'adore, qui n'existe plus, qui s'appelle Nouvelle École. Super mec. Qui faisait un super podcast. Et je me dis, écoute, moi, j'aime l'ambiance qu'il donne. Je peux peut-être faire pareil. Et puis, je me suis lancé. Ok. Et du coup, alors juste pourquoi tu as choisi le format podcast et pas par exemple vidéo YouTube ou tu vois, ou une Parce autre que, plateforme? ouais, je comprends. Plus simple en termes d'équipement, tu vois, genre ça coûte pas très cher en réalité, hein. Moi, j'ai investi, allez, 400 balles. Je me suis bien démerdé parce que j'ai acheté ça pendant le Black Friday, genre en 2019. Donc, j'ai payé beaucoup moins cher mon équipement. J'en ai eu pour aller, 400 euros, un peu moins. Et que si je devais peut-être avoir tout un système de vidéo, même au terme de montage, monter de la vidéo, si tu dois couper, etc., c'est beaucoup plus galère. Donc, moi, je me dis au début, ça va être beaucoup plus compliqué. Puis même, il faut aussi s'accepter quand tu pars de zéro. Là, aujourd'hui, tu vois, on peut faire des visios, etc. Déjà, au départ, en tant que podcasteur, accepter ta voix,
c'est pas évident. Mais alors, accepter ta gueule, ça prend encore plus de temps, hein, tu vois, derrière. Donc, je me dis, bon, on va y aller piano, on va y aller en mode podcast. Et puis, c'est moins contraignant. Enfin, les vidéos YouTube, ça explose aujourd'hui aussi, on le voit, hein. Mais c'est plus facile, en tout cas, d'écouter un format podcast qu'un format vidéo. Un format vidéo, il faut que tu sois posé, il faut que tu sois derrière ton ordi. Un format audio, tu peux le faire en même temps que tu fais autre chose, en même temps que Ouais. tu cours, en même temps que tu fais de la cuisine, en même temps que tu vas au taf, ce que tu veux. C'est moins contraignant encore, je trouve. Ok, cool. Ben, écoute, c'est un bon format, c'est un format qui est en vogue également. Et du coup, je voulais savoir, parce que tu es en train de me dire que c'est parti de toi, tes échecs à toi, mais qu'est-ce qui t'a emmené en fait à vouloir interviewer des gens? Parce que tu aurais pu faire des thématiques par rapport à toi, un petit peu comme on fait dans le développement personnel, tu sais, on traverse quelque chose, on s'informe vachement sur la thématique, et puis après, on en fait soit un podcast, soit une vidéo. Et puis, tu aurais pu peut-être faire pareil en partant de toi et de ton expérience. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers les interviews plutôt? Alors déjà, justement, moi, j'estimais que j'avais aucune légitimité aux yeux des autres pour donner des leçons et je voulais pas que ce soit auto-centré. Ceux qui écouteront mes podcasts ou si tu l'as déjà fait, j'essaie d'être assez retiré. Moi, la place, justement, elle est donnée à l'invité. Si moi, à chaque fois, je parle de moi, je, bah, je fais un format tout seul et j'emmerde personne, tu vois. Il y a plein de gens, malheureusement, qui le font aujourd'hui. Je trouve ça dommage d'à chaque fois couper son interlocuteur et de donner son avis tout le temps, je. Donc moi, c'était plutôt donner de la place aux autres. Si je peux me retrouver dans des invités, ben en fait, c'est souvent le cas parce que la notion d'échec, elle est similaire pour tout le monde. Chacun l'a vécu à sa façon. Et moi, justement, ce que je voulais donner comme approche avec ce podcast-là, c'est l'échec, il touche tout le monde, sans exception pour moi, et dans tous les domaines de la vie. Donc moi, j'ai vécu des échecs, comme je l'ai dit tout à l'heure, scolaires, sportifs, entrepreneurial. J'ai vécu un échec amoureux, mais il en existe plein d'autres. Tu vois, j'ai eu des gens sur le podcast qui ont vécu des graves maladies. Là, le dernier épisode, le 25, Axel, il était champion du monde de motocross. Il a eu un accident. Il est devenu paraplégique. J'ai quelqu'un qui a fait un AVC à 27 ans. J'ai quelqu'un qui est anorexique et qui le vit en fait comme une sorte d'échec, tu vois. Et donc, je voulais ratisser très large. Je voulais montrer à tout le monde que, comme je te disais tout à l'heure, il faut démystifier cette peur de l'échec parce qu'elle touche tout le monde sans exception. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui, j'ai jamais échoué. Il y en a qui le disent, ils me font marrer d'ailleurs, ceux-là, me dire non, non, moi, j'ai jamais connu d'échec dans ma vie et c'est pas vrai. Bah, dans ce cas-là, je pense que c'est parce que tu ne sors pas assez de ta zone de confort et que dans ce cas-là, du coup, tu n'évolues pas. Parce qu'en fait, l'échec, c'est un éternel apprentissage. On est obligé de passer par là. Tu peux pas dire que tu t'es jamais planté dans ta vie, dans aucun domaine. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois pas. Ouais, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, c'est ça, les gens qui n'ont pas forcément, c'est exactement ce que tu dis, ils sont pas sortis de leur zone de confort. Ils n'ont pas pris de risque, en fait, à un moment donné, pour ne pas vivre, voilà, justement, ce potentiel échec et cette potentielle peur de l'échec qui, au final, reste une peur, hein. Donc, faut remettre les choses après à leur place. Et bon, je le dis évidemment, en coaching beaucoup, hein, ça reste des peurs. Et puis, en fait, OK, quand on le vit, quand on se confronte à ça, au final, on voit bien on en ressort en fait. Alors après, certes, ça c'est des leçons de vie. Certes, on a souffert sur le moment, mais en fait, c'est des leçons et c'est que bénéfique. Alors moi, tu sais, mon podcast, il s'appelle Révèle ton potentiel et puis mon coaching, c'est Révélation. Donc j'ai tout ce truc autour de se révéler, la révélation. Et pour toi, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, cette idée de podcast qui est née. C'est un peu te dire, OK, bah en fait, c'est normal que je devais faire ça, quoi. Enfin, je devais en arriver là. C'est un peu comme une révélation. Qu'est-ce que tu peux me dire autour de ça? Est-ce que tu es en train aussi de te révéler, toi, en tant que personne, à travers ton podcast? Ça résonne comment en toi quand je te parle de révélation? Ouais, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que oui, ça me permet aujourd'hui, encore une fois, pareil, de développer davantage encore de confiance. Au début, c'était très dur, tu vois, de lancer son podcast, d'être confiant sur la ligne édito, sur les invités. J'ai passé des premiers mois compliqués où j'étais en flux tendu, il me manquait un épisode, enfin 2 semaines après, j'avais personne. Et ça me demande justement de me surpasser. Ça me permet notamment de développer, mine de rien, tout ce qui est personal branding parce que je me mets en avant. Et tu vois, je parlais tout à l'heure du fait que je switch de boîte. Aujourd'hui, on vient me chercher. Je pense que c'est pas anodin. Enfin, tu vois, le podcast en est aussi pour quelque chose parce que j'ai une meilleure visibilité sur LinkedIn, même si je suis personne aujourd'hui, j'en ai bien conscience. Mais le fait de poster de manière régulière, d'avoir des gens qui te font des retours sans arrêt, tu vois, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, les gens qui disent putain, c'est génial, j'adore ton podcast, j'adore l'invité. En fait, tu as tout le temps, tu te nourris de retours positifs tous les jours, même si c'est un ou deux messages. Je dis pas que j'ai 10 000 followers, tu vois, pas du tout. Mais ne serait-ce que d'avoir une ou deux personnes par jour qui te démontrent toute cette gratitude-là, en fait, c'est juste un bonheur.
entrepreneurs. Et moi, oui, je me dis que j'ai vraiment bien fait de me lancer là-dedans. Le podcast, je ne sais pas si je le continuerai encore longtemps. Moi, au début, je me suis dit, je vais faire 50 épisodes. C'était mon objectif. Je fais 50 épisodes, ça me donne au moins un objectif concret que je visualise. On verra à ce moment-là, est-ce qu'à 50, j'ai envie de continuer ou pas. Mais au moins, je me donne le droit d'arrêter aussi, parce que c'est important de se donner le droit d'arrêter les choses quand on le sent. Et du coup, ouais, non, je suis trop heureux d'avoir lancé ce podcast-là. Je sais pas, c'est une révélation. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, je pense que c'est encore que le début, parce que ça fait, tu vois, un peu plus d'un an. Mais oui, je sens plein d'opportunités, plein de belles choses qui se dégagent parce que j'ai eu, entre guillemets, le cran de me lancer et de faire ça. Ouais. Mais justement, je voudrais te parler de ce cran-là. Donc, moi, dans ce que je fais, le coaching, etc., j'ai beaucoup de personnes qui arrivent à moi parce qu'ils ont ce problème de confiance en soi qui les empêche de passer à l'action dans leur projet ou même passer à l'action tout court dans leur vie perso pour, je sais pas, larguer leur conjoint parce qu'ils sont plus bien avec, mais juste ils se contentent de… Et toi, qu'est-ce qui a fait que, par exemple, bah là, donc c'est un peu quand même un loisir. Enfin, on est entre le pro et le perso, j'ai envie de dire, parce que Ouais, c'est un petit side project, hein, voilà. clairement. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, je passe à l'action, j'y vais. Je connais rien à comment on monte un podcast. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, je me lance au lieu de rester dans mon canapé à regarder Netflix et je fais quelque chose, quoi. Ouais, bah après, je pense que ça, déjà, j'ai toujours eu un peu cette mentalité, sans me jeter des fleurs, je pense que j'ai toujours été un peu une mentalité un peu de fonceur où, vas-y, tu sais quoi, on agit et au pire, on réfléchira après. Donc, je pense avoir toujours eu un peu ça en moi. Après, très honnêtement, ce qui m'a aidé à passer le cap, c'est que je me suis foutu de haut mur, tu vois. Parce que sinon, je me serais sans doute encore trouvé des excuses et j'aurais pu dire, ah bah là, attends, c'est pas parfait. Attends, là, il me manque ça, il me manque ci, il me manque ça. Et en fait, on attend d'avoir tout parfait pour se lancer. Et moi, j'ai pas forcément attendu ça. Et j'ai eu la chance d'être très bien entouré. L'entourage, on en parlera aussi après dans la notion d'échec et même juste d'action. C'est hyper important dans la vie. Je suis hyper bien entouré parce que tu vois, quand j'ai dit que j'avais acheté mon matos sur Amazon, donc le Black Friday, là, bah, du coup, je m'en suis mis pour 400 balles. Je me dis, bon, bah, maintenant, mon gars, tu as acheté ton matos, tu n'as plus trop le choix. Et j'ai un de mes meilleurs potes, pareil, lui qui monte un peu des sites web, etc. On s'est posé une après-midi, il m'a pondu un site web en une après-midi en mode, bah voilà, tiens, tu as un petit site vitrine. Donc, à force, en fait, j'avais plus le choix, je pouvais plus reculer. Lui, il a pris du temps, il m'a fait un mini site, j'ai mon matos, j'ai un pote qui m'a formé, pareil, une demi-journée sur Audacity pour que je puisse faire du montage, etc. Bon, bah en fait, maintenant, j'y vais, quoi, tu vois. Et donc, il y a cette notion de, je pense, il faut se foutre de haut mur. Quand tu es un peu en train d'hésiter, bah vas-y, lance-toi. Moi, quand j'ai annoncé sur les réseaux, même si j'avais pas beaucoup de followers, mais juste c'était un engagement que j'avais pris envers les gens, c'est bah, le 10 février, je poste mon premier épisode. Et je l'avais annoncé. Donc maintenant, c'est trop tard, je peux plus reculer, tu vois. OK. Sinon je suis un lâche, tu vois. Donc, tu aimes bien te faire des mini-challenges comme ça, en fait, qui te mettent dans le truc, quoi, dans la réalité. Et ce serait quoi ton conseil, justement, par rapport à ça, à quelqu'un qui est tout le temps en train de procrastiner, qui dit oui, je le ferai plus tard, quand j'aurai les compétences, quand je saurai, quand je maîtriserai. Quel serait ton conseil, là, juste aujourd'hui, que tu pourrais partager? Bah, il y en aurait un peu deux, entre guillemets. C'est que le premier, c'est qu'il faut se lancer, quoi qu'il arrive. Le premier pas, rien ne sera jamais parfait du premier coup. Moi, tu écoutes mon premier épisode, d'ailleurs, qui me fait mal au cœur, parce que c'est avec Réginald, dont je parlais tout à l'heure. C'était symbolique pour moi que ce soit l'épisode 1 avec lui, qui m'a donné cette envie de parler d'échecs. Et malheureusement, j'étais tellement mal organisé que le son, il est à chier. Réginald, il est génial, il parle super bien. Et malheureusement, on l'entend très mal. On était à distance. Moi, j'étais pas assez préparé. Tu regardes mon épisode 1, c'est, entre guillemets, en termes de son, c'est pourri. Et tu regardes mon épisode 25, ça n'a rien à voir. Il faut arrêter de se comparer entre un mec qui est là depuis, je sais pas, 3-4 ans, admettons qui fait du podcast depuis 3-4 ans, et toi qui démarres. Ce sera jamais aussi bien que lui à son année 4. Ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut arrêter de chercher la perfection. Et la deuxième, c'est, il faut se foutre du regard des autres. Ce qui, je pense, et c'est ce que je retiens dans tous les invités que j'ai pu avoir, en tout cas très souvent, la peur qu'on a, le fait d'être paralysé, c'est le regard des autres. L'image sociale qu'on va renvoyer, c'est oh, « Attends, si je fais pas un truc parfait, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais qu'est-ce qu'on va dire? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait ?» Les gens, ils s'en foutent de toi. Les gens, ils ont assez de problèmes dans leur vie pour pas penser à toi, sauf s'ils te connaissent très bien. Si c'est le cercle proche, oui, ils vont te donner leur avis. Mais du coup, tant mieux, parce que ce sera sincère et tu as besoin de cet avis-là. Mais des autres, des gens que tu connais pas, mais qu'est-ce que tu en as à foutre? Dans 2 jours, ils t'auront oublié, même pas dans 2 heures. Je suis Donc, d'accord. tente. C'est ça, on tente, on fait des choses. Ok, ben écoute, merci beaucoup pour ça, pour tous ces partages-là que tu m'as fait. Bon, par rapport à toute cette première partie de podcast, pour te connaître un peu plus aussi. Donc maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, vers l'échec. C'est quoi ta définition de l'échec? Pour moi, l'échec, c'est indissociable du succès.
C'est-à-dire que ce sont les deux faces d'une même pièce, comme je dis toujours. C'est vraiment un moment où on force la remise en question et ça te permet pour moi de recommencer à zéro, mais avec des meilleures bases. En fait, c'est indispensable aujourd'hui l'échec. On est obligé de passer par là, comme je disais tout à l'heure. Si tu veux vraiment apprendre, si tu veux sortir de ta zone de confort, si tu veux évoluer, il faut que tu te prennes les pieds dans le tapis. C'est pas grave en soi. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'échec, c'est pas une fin en soi, justement. Tu as deux façons de réagir à un échec. C'est soit tu te mets en boule et tu pleures toutes les larmes de ton corps et tu restes là et tu restes statique, ou alors tu relèves la tête et tu avances et tu te dis ok, bon bah là je me suis planté, mais c'est pas grave, je continue, tu vois. Après, ça veut pas dire, comme je dis tout le temps, que tu peux pas passer par cette première étape qui est entre guillemets, te mettre en boule, pleurer, te morfondre, te rendre compte que tu es tout en bas du seau, là, tu es au fond du seau, et que tu vas rebondir en fait. Il y a besoin parfois aussi d'avoir cette sensation-là, de se dire, là, je suis plus bactère, ça va pas, mais du coup, ça peut pas être pire. Donc, tu vas repartir, tu vois. Ça, c'est tout à fait vrai. Il y a ces deux solutions dans tous les cas. C'est soit tu te morfonds, soit tu avances. Mais pour ces personnes qui se morfondent, ils n'arrivent pas à se relever, ils n'arrivent pas à se dire, avoir, tu vois, le positif ou même se dire, OK, j'avance, je passe à autre chose. Quel serait ton meilleur conseil ou qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui te diraient, mais en fait, ou tu sais, toutes ces personnes qui ont des croyances ou qui te diraient, bah, de toute façon, c'est plus facile pour toi, ou tu vois, toutes ces personnes qui se disent, ouais, bah, de toute façon, moi, j'ai connu l'échec, je ne suis pas fait pour ça marchera jamais, ou je suis pas fait pour être en couple, ou tu vois, enfin, Mhm, toujours que des trucs, enfin, c'est des croyances limitantes, hein, on est d'accord. mhm, Mais mhm. qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ont vraiment du mal à vraiment passer à autre chose? En fait, si tu veux, il y a ce temps du rebond qui existe en fait pour tout le monde, tu vois. Il y a ce temps du rebond, si tu veux, pour rebondir après un échec, ça peut prendre plus ou moins de temps, dépendamment de toi, ton degré de sensibilité, de comment tu as vécu l'échec, de ton éducation, de ta vie, de tout ce que tu veux. Il faut se donner le temps. Et pour ça, je pense que donc déjà, il faut être bien entouré à la base, comme on l'a dit tout à l'heure. Être bien entouré, c'est primordial quand on se sent vraiment au plus bactère. Pas besoin d'aller voir 36 000 personnes, mais si tu as deux, trois potes ou de la famille autour de toi, il faut pouvoir aller chercher cette énergie positive auprès de tes proches qui, eux, t'aiment et vont te donner tout ça. Il faut du coup accepter que ça peut prendre du temps. T'en as, le rebond, il va être instantané. Ça va prendre une semaine, d'autres, ça va prendre un mois, d'autres, ça va prendre un an. Ce qu'il faut en attendant, ce temps du rebond, donc il faut avoir de la patience, il faut rester en mouvement le plus possible. Donc, il faut rester en action. Si tu restes justement, comme on l'a dit tout à l'heure, statique, en boule, il va rien se passer en fait dans ta vie. Il va rien se passer, tu vas rester à l'instant zéro. Que si tu fais même ne serait-ce qu'un pas tous les jours, tu vois, genre un petit peu plus tous les jours, et bah à la fin, c'est là où tu vas te rendre compte qu'une opportunité va arriver, qu'en fait, t'es pas si horrible que ça, que t'es pas une merde et que t'es pas tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais pour avoir cette connexion qui se fait, si tu veux, dans ton cerveau, il faut tenter des choses. Il faut rester en mouvement en permanence. Ça passe par n'importe quoi. Ça passe par ne serait-ce que sortir de chez toi, tu vois, prendre l'air. Ça passe par lire si tu aimes lire. Ça passe par faire du sport si pour toi le sport c'est important. Mais il faut trouver en tout cas quelque chose de positif et une constante Ouais, dans cette action positive, tu vois. ouais. Aussi un film soit-elle, c'est pas grave, mais il faut rester en mouvement tout le temps. C'est vrai que ça peut être très dur pour des personnes fragiles de base, sensibles ou tu vois, hypersensibles et qui du coup peuvent tomber bah, facilement même dans une dépression profonde et se dire ok, bah, de toute façon, et mettre énormément de temps à se relever. Et je suis d'accord avec toi, ça passe par des petits pas. Mhm. Maintenant, qu'est-ce que tu as remarqué chez par exemple, les gens que tu as interviewés sur ton podcast? Quel est le point commun que tu as remarqué? Comment ils ont fait pour se relever? Qu'est-ce que tu as noté en fait chez ces personnes-là? Quel était le truc, la motivation qu'ils ont eu après un échec pour se relever? Bah ça a été assez. Je pense que c'est différent dans tous les invités que j'ai pu avoir. Après, ils ont tous fait preuve d'une grosse force mentale et de beaucoup de résilience dans tout ce qu'ils ont pu affronter dans leur vie. Ce qui revient souvent, donc ça rejoint ce qu'on dit là, c'est l'entourage. À chaque fois, ils ont été extrêmement bien entourés. Et dans ces situations qui ont été pour eux hyper compliquées, tu vois, je te prends un exemple là comme ça, Gaël, qui a eu un cancer du cerveau à l'âge de 11 ans, ou tu vois, je te disais, Élise, qui a fait un AVC à 27 ans. Enfin, il s'est passé des choses incroyables dans leur vie et ils ont été extrêmement bien entourés. Et ils sont, encore une fois, comme on disait avant, ils sont restés en mouvement. Ils n'ont pas pris ce temps-là pour se lamenter sur leur sort et se dire, OK, ma vie est foutue, ça y est, je vais arrêter. Non, petit à petit, ils sont remis en selle. Il y a eu encore une fois ce temps. Ça a été plus ou moins long chez certains, mais ils ont fait preuve de résilience et ils se sont foutus du regard des autres, justement. Ça, c'est une notion, le regard des autres, qui est dans tous les podcasts quasiment que j'ai pu faire. Et ils te le disent tous. Il faut s'en foutre, en fait. Vis pour toi. Et cet échec qu'ils ont pu vivre, ils l'ont pris comme une leçon en se disant, OK, tu vois, genre, je prends Gaël, un cancer du cerveau à 11 ans, tu te dis, putain, mais demain, peut-être, t'es plus là.
Et donc, avoir cette prise de conscience et de te dire maintenant, je vais vivre pour moi, je vais vivre pour mes proches. Et peu importe ce que je fais, je vais le faire à 200%. Et même si je me plante, je me serais planté à 200%. Mm. Et ben, c'est pas grave. Mais en tout cas, je mets toutes les chances de mon côté. Ok. Et en fait, là, ce que j'entends, c'est que j'ai l'impression que, tu sais, il y a un peu ce truc où il faut avoir vécu un truc super grave ou un trauma pour se dire, ok, bah, en fait, je m'en fous du regard des autres et avoir une force, on ne sait pas d'où elle vient, mais parce qu'elle vient de ce truc-là. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément vécu, bah, peut-être, tu vois, un gros trauma, un gros truc ou un gros, gros échec, mais qui ont vécu des petits trucs et qui justement restent à se lamenter comme ça. C'est peut-être encore plus dur pour eux d'avancer, en fait. Qu'est-ce que tu dirais peut-être à ces personnes ou si tu en as déjà eu sur ton podcast ou qui n'ont pas vécu des grandes choses comme par exemple Gaël, mais enfin, des grands traumatismes comme ça, mais je veux dire, à une échelle inférieure, comment on fait pour se relever? Bah après, moi je trouve que tout le monde le vit. Tu vois, là j'ai pris des exemples peut-être un peu extrêmes avec, tu vois, Gaël qui a un cancer du cerveau. Donc forcément tu dis, ah oui, peut-être qu'à côté. Mais c'est aussi pour ça que je veux faire le podcast. C'est pour montrer que toi, dans ton quotidien où tu te lamentes parce que oui, tu n'es peut-être plus en couple ou parce que tu as été viré de ton job ou que tu as envie de te partir de ton job, dis-toi qu'il y a des gens, ils ont vécu des choses 100 fois pires et que eux, ils ont eu la force mentale pour se relever. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut se prendre par la main tout seul. On peut pas faire les choses à la place des autres. C'est-à-dire que moi, j'en connais aussi des gens où on me demande souvent, genre, on dit, ah putain, bah moi, tu vois, j'ai ma sœur, enfin, ou mon frère, ça fait 4 fois qu'il rate ses entretiens d'embauche ou qu'il change de job. Il est démotivé, il veut plus rien faire et moi, je sais pas quoi lui dire. Et en fait, moi non plus, je sais pas quoi dire à cette personne parce qu'en réalité, c'est à toi de trouver cette force mentale, tu vois. C'est à toi, à un moment donné, de se mettre ce coup de pied au cul et personne ne le fera à ta place. Même si on te démontre tout l'amour, tout ce qu'on a autour de toi, il n'y a que toi qui peux avoir cette prise de conscience. C'est toi et toi-même. Là, je tease un peu un prochain épisode que j'ai pas encore sorti, qui, pareil, tu vois, c'est un ancien alcoolique, donc qui est assez jeune, hein, qui a moins de 30 ans aujourd'hui, qui a eu la prise de conscience demain d'aller aux alcooliques anonymes parce qu'il s'est mis une énorme murge. Sa mère, elle est venue le voir, elle savait dans quelle situation son fils était depuis quelques années. Elle lui a fait preuve d'énormément de compassion en lui disant, tu sais, il existe ça, on peut y aller ensemble, ça peut t'aider. Et lui, il a eu ce déclic-là ce jour-là, tu vois, en disant genre, putain, ma mère, elle fait preuve de tellement d'amour, de tellement de compassion pour moi qu'il faut que je fasse quelque chose. Et c'est lui qui a eu cette prise de conscience tout seul, tu vois. Et il aurait pu peut-être traîner encore des années à se mettre des murges tous les jours sans qu'il se passe rien, mais il a eu ce déclic. Donc le déclic, il vient, j'ai envie de dire naturellement, il vient spontanément, c'est toi qui un jour a... Et ça peut être infime, ça peut être n'importe quoi. Tu peux regarder une vidéo, tu peux regarder une série, tu peux prendre conscience de, je sais pas, de n'importe quoi en fait. C'est toi, ça dépend justement de ton degré d'émotivité, de ce que tu as vécu dans ta vie. D'où le fait de rester encore une fois en action, de ne pas rester dans ton canapé à juste regarder Netflix et à te morfondre parce que c'est sûr qu'il va rien se passer. Mais tente des petits trucs, vois des gens, ouvre-toi en fait, juste, même si c'est dur. Je sais qu'il y a des gens, ils vivent des échecs, et pour ça que oui, il y a un degré peut-être, mais tout le monde en vit en fait. Il faut juste passer à autre chose, et il faut juste rester en action, et il faut pas se morfondre. La vie, elle est trop courte, et justement, il faut pas attendre qu'il se passe quelque chose de grave dans ta vie pour prendre une décision. Moi, je prends un exemple là, très récemment, j'ai un de mes meilleurs potes, il vient de perdre sa maman, tu vois, genre à une soixantaine d'années. Et bah là, tu vois, pareil, ça m'a mis ça m'a mis une droite, je vais pas dire une claque, ça m'a mis une droite là au mois de mars où je me dis putain, mais la vie, elle est tellement courte. T'imagines cette nana-là, moi je la connaissais très bien, sa maman, hygiène de vie irréprochable, une maman en or, une femme en or. Et elle a juste pas eu de chance à la loterie de la vie parce qu'elle a tiré un cancer et ça a été foudroyant. Et nous, en fait, on se morfond, tu vois, tous les jours et en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se morfondre. Louri, l'épisode 21, le disait très bien dans mon podcast. Louri Lag, qui est un explorateur incroyable, il a une vie de fou, lui, c'est un génie ce mec-là aussi. Et il le dit, moi, j'ai pas le temps pour les problèmes, j'ai pas le temps, la vie, elle est trop courte. Et j'adore cette mentalité-là. On n'a pas le temps de se morfondre. Donc, tu es en train de me dire qu'en fait, pas besoin forcément de vivre un grand, grand échec ou avoir un gros traumatisme pour avoir cette force de se relever parce qu'au final, on peut avoir la même force que ça soit... Bien sûr. Toi, tu fais vraiment preuve de ça, quoi. Tu as vraiment un truc fort où tu as envie de te dépasser, évoluer, avancer. Et donc, tu es en train de dire pas forcément obligé de vivre quelque chose de Mais oui, tu n'es gros. pas obligé d'avoir un cancer, tu n'es pas obligé de perdre l'usage de tes jambes. Tu peux juste vivre une séparation amoureuse difficile et le vivre comme un énorme échec. Enfin, moi, je l'ai aussi vécu comme ça, tu vois. Et... Mais c'est pas grave, je m'en suis relevé. Aujourd'hui, voilà, je suis de nouveau en couple, ça se passe très bien. J'ai appris beaucoup de choses, tu vois. Parce qu'on parle souvent, et tout à l'heure, tu peux donner des exemples là-dessus, des gens qui sont en couple et qui se séparent. Et ben voilà, écoute, c'est comme ça. Tu as appris sur toi, tu as appris sur les relations homme-femme, tu as appris qu'il ne fallait peut-être pas ça dans ta vie et que ça, c'était hors de tes limites.
et que voilà, tu vas recommencer autre chose et que tu rencontreras quelqu'un et ça prendra peut-être du temps, ça prendra peut-être 1, 2, 3, 4, 5 ans, comme ça pourra prendre quelques mois, tu sais pas. Mais si tu restes chez toi encore une fois à rien faire, tu rencontreras personne, ça c'est sûr. Parce que la femme ou l'homme de ta vie, il va pas toquer à la porte hyper saillant en robe de chambre en mode salut, c'est moi le nouveau, tu vois. Genre bah non, c'est à toi d'aller voir où elle se trouve cette personne, tu vois. On est d'accord. Oui, en fait, comment ils font pour se livrer? J'ai l'impression que tu as vraiment des pépites à chaque fois dans tes podcasts. Donc, comment ils font pour se livrer ou pour dire vraiment la phrase ou le truc qui, waouh, tu te dis, ouais, là, j'ai réussi mon podcast. Comment tu arrives un petit peu à mettre à l'aise tes invités? Alors moi déjà, je fais toujours un premier call avant avec mes invités, genre d'un petit quart d'heure, histoire de voilà leur présenter le concept un peu plus en détail, d'être sûr que eux, ils ont vraiment envie de passer dedans, d'avoir un petit extrait de leur histoire sans trop, parce que moi j'aime bien que ce soit spontané, donc j'aime bien presque parfois découvrir en même temps que les auditeurs l'invité, donc je leur demande pas trop à chaque fois au téléphone, mais j'essaie aussi de déceler, savoir si la personne elle est quand même un peu punchy ou est-ce qu'elle est très monocorde quand elle parle? Et c'est sûr que là, je ne vais pas prendre cet invité pour mon podcast. Donc forcément, ça déjà, j'essaie de le déceler un peu en amont. Euh, et puis, ouais, je les mets à l'aise. Après, je pense que j'ai un peu une personnalité assez facile comme ça. Encore une fois, sans me jeter de fleurs, mais je suis très détendu. Tu vois, genre, souvent, soit ils viennent chez moi ou alors je vais chez eux. Mais non, souvent, j'essaie plutôt d'aller chez mes invités parce qu'au moins, je sais qu'ils sont dans leur environnement, ils sont dans leur zone de confort. Justement, c'est plus facile aussi de se livrer quand tu es chez toi bien que si on se va dans un endroit neutre, tu vois, genre dans un café ou je ne sais où. Donc déjà, j'essaie d'aller chez eux. Et puis voilà, on s'est eu avant au téléphone. Moi, je les détends toujours. On n'arrive pas direct, on commence l'interview. On prend un petit café, on papote 10-15 minutes. Ça va, toi? Ouais, moi, je dis toujours quelques conneries. J'essaie toujours de plaisanter. Donc en fait, j'essaie de mettre grave à l'aise en lui disant de toute façon, on s'en fout. Et fais abstraction du micro. Je lui fais tester le truc un peu au début pour qu'elle voit à quoi ça ressemble. Fais abstraction du micro. Ça va peut-être durer 5 minutes. Si tu dis de la merde, moi, je couperai, t'inquiète pas. Donc j'essaie vraiment de les détendre. Au final, je coupe jamais rien. Mon truc, il est toujours quasiment one shot mais j'essaie de les détendre un max, tu vois, en disant je coupe s'il faut, tu dis de la merde, tu dis après que tu veux couper ça, je le couperai. Puis je suis très cru, de toute façon, voilà, tu le vois quand je parle, je suis très vulgaire dans la vie de tous les jours, je le sais, je l'assume, mais je m'en fous. Mais du coup, je sais pas, je trouve que ça fait preuve aussi, pareil, d'authenticité, de spontanéité. J'essaie de faire ça sans prise de tête, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il y aurait une question que tu utilises et tu sais, cette question, tu sais qu'elle va avoir un impact sur ton invité et tu te dis, si je pose cette question, je peux... Tu sais, en coaching, on appelle ça les questions puissantes. Mhm. Donc, quand on pose une question puissante, on sait qu'on a touché un truc. Alors après, évidemment, elles sont toutes différentes, les questions puissantes. Mais toi, est-ce qu'il y en aurait une où tu sais que tu vas obtenir une réponse waouh, un peu? Tu vois, l'effet un peu waouh. Bah, très honnêtement, du coup, moi, pour chaque invité, comme je disais, j'essaie que ce soit très spontané. Donc, je prépare pas trop de questions en amont. J'ai un fil rouge, on va dire, sur ma trame d'interview. Mais en fait, comme je dis à chaque fois, donc, moi, j'essaie de découvrir l'invité au cours de l'interview. Et donc, je rebondis spontanément sur ce qu'il me dit. J'essaie de faire preuve de beaucoup d'écoute active. Quand on est face à face, je le regarde dans le blanc des yeux, limite, je cligne pas des yeux pendant 3 quarts d'heure le temps qu'on enregistre, que j'essaie de m'imprégner totalement de ce qu'il dit et de me plonger dans son histoire. Il y a peut-être une question aussi, qui est un peu peut-être cliché, mais que moi j'aime bien poser souvent en fin d'interview, c'est en gros, bah, quel conseil tu donnerais à ton ancien toi, à ton toi de l'époque quand tu as été confronté à cette situation où tu pensais ne jamais t'en relever. Qu'est-ce que tu diras à ton toi? Comme là, je pense ça, j'ai Axel, le dernier épisode. Il a perdu l'usage de ses jambes après un accident de motocross au championnat du monde en Lettonie. Il était dans sa chambre d'hôpital. Je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu dirais à Axel là, à ce moment-là où il pensait que tout était fini et où il ne remarcherait plus jamais? Et là, du coup, tu sais que il y a une phrase ultra puissante qui va sortir, il y a un recul sur les choses parce que ça se passe des années après et oui, il apporte une telle maîtrise que ouais, c'est génial. Cette question, j'aime beaucoup. Ouais, elle est top. Ouais, elle est super. Et justement, si je devais te la poser maintenant, quel conseil tu donnerais à l'ancien Enzo quand il était au fin fond, au Bah, fond du gouffre? j'ai été plein de fois, je pense, dans ma vie un peu au fond du gouffre, parce que même si ça se sent pas comme ça, je suis Qu'est-ce assez, qu'il aurait je suis aimé assez entendre? émotif. Qu'est-ce qu'il aurait aimé entendre à ce moment-là si vraiment tu devais, voilà, t'es un peu le mentor du Enzo d'avant. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, moi, j'ai souvent les mots de ma mère justement qui remontent, parce que quand ça va pas, forcément, je me rapproche un peu d'elle. Et elle a toujours ces mots extrêmement bienveillants. Chaque fois que j'ai rencontré des périodes compliquées dans ma vie, elle me dit, tu t'en es toujours sorti, tu vas t'en sortir, j'ai confiance en toi. Tu vois, il y a juste besoin de raisonner positivement. Juste, voilà, fais-le, tu t'en es toujours sorti, tu vas trouver une solution. C'est pas une fin en soi, ça va venir.
parce que à chaque fois, bon, moi comme je t'ai dit, j'en ai vécu plein des échecs, donc à chaque fois ça a pu être différent, que ce soit juste sportif, scolaire, sentimentalement ou pro. Voilà, tu t'en relèves toujours en fait. Donc le conseil que j'ai, c'est justement n'en aie rien à foutre du regard des autres, vis pour toi, la vie elle est courte et donne-toi les moyens, donne-toi à 200%. Même si tu te plantes, on n'en a rien à foutre que tu te plantes, franchement, personne ne le retiendra. Toi, ça te servira de leçon et c'est une très bonne chose. Super conseil qu'on peut, qui en fait, tu te le donnes à toi-même il y a quelques années auparavant, mais en fait, c'est un conseil on peut donner. Même aujourd'hui, je me dis la même chose, hein, tous les jours, quand je veux tenter un truc et que j'hésite un peu, parce que c'est normal, c'est tout le monde pareil. Quand tu tentes quelque chose de nouveau, tu as beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. Oh, putain, est-ce que ça va être parfait? Est-ce que je vais bien le faire? Vas-y, fais-le et on verra. Et fais-le, montre que tu t'es donné à 2000%. Même si tu te plantes, c'est pas grave, ça arrive de se planter en fait. Bah écoute, je pense qu'on peut terminer peut-être sur ça parce que c'est une belle leçon. Je veux bien avoir peut-être, je sais pas, ton dernier tips, ton dernier conseil, ta dernière punchline. Ça serait quoi pour terminer ce podcast? Ma dernière punchline, c'est vrai que j'aime bien demander ça aussi à mes invités à la fin. Tu sais, ce truc de toujours avoir confiance en soi pour oser, pour passer à l'action. Voilà. Voilà. Moi, j'ai une phrase un peu, une sorte de mantra. J'aime bien dire que c'est dans l'adversité qu'on forge le succès. Voilà, c'est dans les moments difficiles en fait où tu vas encore une fois faire preuve de beaucoup d'abnégation, où tu vas te découvrir, où tu vas affiner en fait ta vision du monde aussi. Tu vois, le but, je pense le cheminement de la vie, c'est la connaissance de soi. On pense qu'on se connaît et en fait on pense savoir des choses sur nous-mêmes et en fait on affine cette vision au fur et à mesure qu'on tente des choses et qu'on entreprend et qu'on multiplie les expériences. Et cette connaissance de soi, bah ça passe par là justement. Ça passe par les moments compliqués. Moi, les moments de ma vie qui ont été les plus durs, c'est aussi les moments où j'ai le plus appris. Tu vois, sur ces moments que j'ai pu citer tout à l'heure, là, dans tous mes types d'échecs, ça a été sur le moment peut-être des moments les plus durs de ma vie, mais après coup, c'est les meilleurs moments de ma vie. C'est ceux que je retiens en premier. Parce que c'est là où j'ai pu passer un certain cap et switcher totalement, partir dans une autre direction qui aujourd'hui me sert totalement en fait. Donc heureusement que j'ai vécu ces moments-là. Bah, écoute, merci beaucoup. Et dis-moi, là, t'en es à combien d'épisodes sur ta chaîne? On est à 25 épisodes là. Donc la moitié du projet pour l'instant, on verra. Comme j'avais dit, ce serait 50 épisodes, donc on verra à ce moment-là. Mais là, j'en suis à 25. Le 26e sort mardi 20. Mardi 20 avril, ce sera le 26e épisode. Je sors un épisode un mardi sur deux. Un mardi sur deux, super. Et est-ce que tu recherches des gens si jamais, on nous écoute ici, est-ce que tu recherches des gens? Explique un petit peu juste comment tu fais pour faire ta recherche. Ouais, toujours. En fait, maintenant, le podcast a pas mal évolué. Donc, au départ, c'est moi qui allais forcément chercher des invités. Maintenant, j'ai des gens qui me contactent directement par mail, directement sur la page Instagram du podcast Phoenix. Moi, je suis ouvert à tout. Il y a plein de gens ou sur LinkedIn, directement, les gens me contactent. Comme je dis, on fait toujours un premier call. J'essaie juste, c'est de ne pas avoir trop de redondance dans les échecs qui ont pu être cités lors des différents podcasts. Mais sinon, moi, je suis toujours ouvert. Là, j'ai un call aujourd'hui, tu vois, à 17h avec une personne qui a lui eu une leucémie, tu vois, qui traverse ça depuis pas mal d'années. Je trouve ça hyper intéressant. On fait un premier call pour voir comment ça pourra se passer, s'il il a bien envie de passer dessus. Je suis toujours ouvert aux discussions. Donc, les gens qui n'hésitent pas à me contacter sur Insta ou par mail, phoenixpodcast@gmail. Puis, on se fera toujours un premier call, voir si ça le fait. Ok, top. Bah écoute, j'allais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, mais tu viens de le dire, donc surtout sur Instagram. Ouais, Instagram Phoenix Podcast, LinkedIn Enzo Colucci, puis voilà, c'est déjà pas mal. Moi, je me concentre sur ces deux réseaux-là. C'était vraiment super intéressant. Je trouve qu'il y a eu pas mal de pépites, de bonnes punchlines aussi. Et je te remercie et je te dis à très bientôt. Merci pour ton invitation, Fanny. C'était super cool, super bon moment. Plaisir, ouais. Plaisir de parler de cette thématique et tout. Donc longue vie toi aussi à ton podcast et ta chaîne. Écoute, merci à toi et puis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao, Fanny. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.